Pourquoi American Institute of Africa? Mon peuple meurt de faim par manque de connaissances. L'Afrique antique, le vieux monde fut le berceau de la science. Tous les continents, en particulier l'Amérique, avec l'exception unique de l'Afrique, ont bâti leur industrie à partir des lois et principes de l'Afrique antique lorsque les nouvelles générations africaines s'en détournaient. La mission d'American Institute of Africa est de rétablir cette connaissance authentique pour un développement normatif de l'Afrique grâce à la formation des plus grands penseurs du développement. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Part de vos commentaires ou de vos questions à tout moment au cours de cet exposé. Nous disposons d'1h30 et je n'ai que 50 diapositives. Cela devrait donc aller. Il s'agit d'un travail conjoint avec Jiming Liu, qui est un de mes collègues au sein de mon groupe chez Morgan Stanley. Je dirige l'équipe de modélisation du marché mondial chez Morgan Stanley. Il s'agit d'un groupe d'environ 70 doctorants, pour la plupart, répartis dans le monde entier. Nous sommes une trentaine à New York, quelques-uns à Londres, pas mal à Budapest et quelques-uns à Pékin. Le titre de cet exposé est « Pouvons-nous nous rétablir ?» Et il s'agit d'un triple sens. Il pourrait donc faire référence soit aux risques systémiques découlant de la crise du crédit, soit au principal résultat d'un récent article rédigé par un professeur du MIT, Steve Ross, de la Sloan School, soit encore à la réaction des universitaires et des praticiens à ce résultat. Il s'agit donc en fait de 2 et de 3. Il ne s'agit donc pas de savoir si nous pouvons nous remettre de la crise. Un professeur de la Sloan School s'appelle Stephen Ross. Il est très connu dans le monde de la finance universitaire. Votre professeur a eu la gentillesse de mentionner que j'avais remporté le titre d'ingénieur financier de l'année. C'était il y a 2 ans. J'étais le 20e lauréat. Il était le 2e lauréat. Le premier lauréat était un autre professeur du MIT, Bob Merton. Quoi qu'il en soit, il a écrit un article il y a quelques années, qui est sur le point d'être publié. C'est typique des milieux universitaires. Il faut beaucoup de temps pour qu'un article soit publié. Et cet article sera publié dans le Journal of Finance. C'est l'acronyme de JF. Le Journal of Finance est le principal journal de la communauté financière. 2. Universitaire. Le titre de l'article est The Recovery Theorem. C'est également le titre du premier théorème de son article. Et ce théorème, nous allons le passer en revue. Il donne un ensemble de conditions suffisantes pour que ce que le professeur Ross appelle les probabilités naturelles, à un moment donné, puissent être déterminées à partir de OK, mathématiquement, à partir de 3. La connaissance exacte des prix des titres à Rodebreu, dont vous ne savez probablement pas ce qu'ils sont. Mais d'un point de vue moins mathématique, nous dirons simplement les prix du marché des produits dérivés. D'accord, vous avez certainement entendu parler des produits dérivés, des choses comme les options, par exemple, sur les actions ou les indices boursiers, ou encore sur les devises. Imaginez donc que vous regardiez Bloomberg. Bloomberg publie toute une série de prix. L'idée est de prendre ces informations et d'en tirer des enseignements sur ce que le marché estime être les probabilités concernant l'avenir. Ainsi, si l'option porte sur l'indice boursier S&P 500, vous apprenez, à partir des prix des options, ce que le marché estime être la probabilité de différents niveaux possibles pour le S&P 500. Nous prenons donc ces informations sur Bloomberg et, à vrai dire, nous les utilisons avec quelques hypothèses pour extraire ces probabilités de marché implicites. Je vais donc vous expliquer quelles sont ces hypothèses. Le résultat de cette analyse est une matrice de transition des probabilités. Ou, si vous le faites en temps continu, vous l'appellerez un espace d'état continu. On parle alors de fonction de densité de probabilité de transition. Le mot-clé est donc transition.
La transition signifie que vous obtenez non seulement les probabilités de passer, par exemple, du niveau actuel du SCP à un niveau quelconque, mais aussi les probabilités de passer d'un niveau différent de celui que nous connaissons aujourd'hui à cette fourchette de niveaux. On pourrait dire, par exemple, que le marché estime qu'étant donné que le SCP est actuellement à, disons, 1500, la probabilité qu'il fasse plus que doubler est de moitié, par exemple, ce qui serait très élevé. Mais vous savez, je ne fais que choisir des chiffres au hasard. On peut même dire que si le SCP chute instantanément à la moitié de son niveau, la probabilité qu'il fasse plus que doubler à partir de là est, disons, d'un tiers. Vous pouvez donc répondre à des questions de ce type. C'est le résultat de ce type de réflexion. Il y aura donc 3 mesures de probabilité auxquelles nous pourrons penser, et nous les appellerons P, Q et R. J'aimerais vous dire ce que chacune d'entre elles signifie. Nous les 4 appellerons P, Q et R. J'aimerais vous expliquer la signification de chacune d'entre elles. P représente les mesures de probabilité physique. Le P signifie donc physique. Il s'agit de la réalité objective des états futurs du SCP-500, par exemple. Disons que Dieu sait 5. Que, par exemple, la probabilité que le SCP soit en hausse d'ici la fin de l'année est de la moitié. Malheureusement, nous ne sommes pas Dieu et nous ne le savons pas. Mais disons que la philosophie est la suivante, il existe une certaine probabilité réelle que le SCP soit en hausse à la fin de l'année. Il existe une sorte de probabilité réelle que le SCP soit en hausse à la fin de l'année. Et disons que j'ai utilisé une moitié. Peut-être que c'est 60%. Si c'est 60%, alors la probabilité que le SCP soit en baisse à la fin de l'année est de 40%. Le fait est que P est censé indiquer la fréquence à laquelle le SCP-500, dans mon exemple, prend diverses valeurs. Il existe une autre mesure de probabilité avec laquelle les spécialistes des produits dérivés passent beaucoup de temps. Il s'agit de la mesure de probabilité neutre vie à accent grave vie du risque, souvent désignée par la lettre Q. Nous la désignerons donc par Q. Le concept de mesure de probabilité neutre vis-à-vis du risque a été proposé par Steve Ross il y a de nombreuses années. On l'appelle risque neutre parce que lorsqu'on l'utilise, si l'on pense à la vitesse à laquelle les prix s'apprécient au fil du temps, ils augmentent de manière aléatoire. Mais en moyenne, avec cette mesure de risque neutre Q, les prix augmentent au même rythme que votre solde bancaire. Ainsi, votre solde bancaire, disons, croît aujourd'hui au mieux au taux de 1%. Or, si l'on regarde la vitesse de croissance historique des actions, elle est en fait bien plus élevée, en moyenne, que 1%. Elle est plutôt de l'ordre de 9%. Nous appelons donc la différence entre 9% et 1% une prime de risque différentielle de 8%. Permettez-moi de faire comme s'il n'y avait pas de dividende pour simplifier les choses. Cette mesure de risque neutre est en quelque sorte une mesure de probabilité fictive en ce sens qu'elle ne décrit pas les probabilités ou les fréquences réelles des transitions, mais plutôt un dispositif, un outil ou un tour de passe-passe pratique. L'une de ses propriétés, qui lui a valu le nom de mesure de probabilité neutre vis-à-vis du risque, est que si l'on regarde la vitesse à laquelle, disons, le SCP croît en moyenne sous cette mesure de probabilité neutre vis-à-vis du risque Q, il croîtrait aujourd'hui de 1%, soit la même chose que votre solde bancaire. Le terme risque neutre indique donc que le taux de croissance de cette mesure est compatible avec le fait que les investisseurs dans 6. L'économie sont neutres à l'égard du risque, ce qui signifie qu'ils n'exigent aucune prime. Pour supporter le risque. 7. Il existe une troisième mesure de probabilité dont nous allons parler aujourd'hui et sur laquelle vous ne trouverez aucune documentation. Nous allons l'appeler R. Le choix de cette lettre semble naturel, puisque nous avons déjà parlé de P et de Q.
Vous pouvez considérer que le R représente la mesure de probabilité récupérée. Il s'agit de la mesure de probabilité que nous obtenons à partir des prix du marché, comme je l'ai indiqué précédemment. La signification opérationnelle de cette mesure R est qu'elle capture les croyances du marché concernant l'avenir. Mais nous tenons compte de la possibilité que le marché puisse se tromper. Nous appliquons donc cela aux maisons et au prix des logements en 2005. Par exemple, il se pourrait bien que si nous regardions Bloomberg et obtenions les prix des titres adossés à des hypothèques, nous extrairions une mesure de probabilité R qui dirait que les prix des logements vont continuer sur leur trajectoire ascendante incessante. Et, vous savez, nous allons continuer à croître au rythme de, disons, 15% par an chaque année pendant les 10 prochaines années, ou quelque chose comme ça. C'est peut-être ce que pensait le marché en 2005. Et nous savons maintenant que ces croyances étaient erronées, si c'est ce que le marché déduisait. Je veux donc admettre au moins la possibilité théorique que le marché puisse se tromper. C'est pourquoi je fais une distinction, disons, entre la mesure de probabilité R qui reflète les croyances du marché et la mesure de probabilité P qui reflète la réalité physique. Il y a donc beaucoup de gens dans la finance qui ne peuvent tout simplement pas accepter la possibilité que le marché puisse se tromper. Et pour ces personnes, les vrais croyants en l'efficacité du marché, ils sont libres de fixer RAP chaque fois qu'ils voient un R. Mais je veux permettre la possibilité que ce que nous récupérons ne soit pas des probabilités physiques, mais simplement les croyances du marché. De toute façon, c'est une question de sémantique. C'est une bonne sémantique si la mesure de probabilité que nous récupérons est celle que Ross a dit que nous devrions obtenir. R est l'abréviation de Ross. 8. Ross appelle donc les mesures de probabilité que nous récupérons, il les appelle des mesures de probabilité naturelles. Eh bien, disons que cela suggère que les mesures de probabilité neutre au risque ne sont pas naturelles, ce que je pense être juste en fait. En effet, lorsque vous entendez le mot probabilité, vous avez tendance à penser à la fréquence des événements. 9. Se produisent. Et les mesures de probabilité neutre à l'égard du risque ne vous donnent pas les fréquences auxquelles les événements se produisent. Ce que les mesures de probabilité neutre par rapport au risque donnent, c'est le prix des titres dits Arrow de Breu. Permettez-moi de vous donner une idée de ce que cela signifie. Supposons que je vous dise que la probabilité sans risque que le S&P 500 soit en hausse à la fin de l'année est de 40%. Comment devez-vous interpréter cela? Eh bien, vous devriez simplement l'interpréter de la manière suivante. Imaginez que vous puissiez vous mettre d'accord pour acheter un titre qui rapporte $1 uniquement si le S&P 500 est en hausse à la fin de l'année. En général, lorsque vous et moi achetons des choses, nous les achetons sur un marché au comptant. Nous payons donc maintenant. Mais il arrive que votre crédit soit bon et que vous puissiez convenir maintenant de payer plus tard. Nous allons donc considérer que vous acceptez maintenant de payer plus tard un montant fixe en échange d'un titre qui vous rapportera $1 si le S&P 500 est en hausse à la fin de l'année. Et si je vous dis que la probabilité sans risque que le S&P 500 soit en hausse à la fin de l'année est de 40%, cela signifie financièrement que vous acceptez maintenant de payer 40% à la fin de l'année pour le titre. On peut donc imaginer qu'il existe un autre titre qui rapporte $1 uniquement si le S&P 500 est en baisse d'ici la fin de l'année. Dans un monde sans arbitrage, le seul prix possible pour ce titre serait de 60 cents. En effet, si vous achetiez les deux titres, vous seriez payé au total 40 cents et 60 cents. Vous acceptez donc de payer $1 à la fin de l'année. Si vous avez les deux titres, soit le S&P est à la hausse, soit le S&P est à la baisse. Vous percevez donc $1 sur l'un d'entre eux, mais pas sur l'autre. Si,
Par exemple, le titre qui rapporte si le S&P est en hausse coûte 40 tandis que celui qui rapporte si le S&P est en baisse ne coûte que 50 il y aurait alors un arbitrage, c'est-à-dire que nous achèterions les deux titres et accepterions de payer 90 et nous obtiendrions $1 à la fin de la période. Nous aurions donc gagné 10 à la fin de l'année. Question. Audience, inaudible. Peter Carr, oui, c'est plus que similaire. Ce sont des options numériques. Oui, c'est vrai. C'est donc 10. Exact. C'est un autre terme que j'utiliserai dans la prochaine diapositive. C'est tout à fait exact. L'expression option numérique est tout simplement trop juste. Les économistes, pour brouiller les pistes et avoir l'air malin, les appellent des inaudibles. Titre 11. Donc, pour continuer à brouiller les pistes, je veux vous parler d'un monde avec un agent représentatif. Les économistes aiment bien essayer de modéliser formellement le marché. Vous lisez le journal. Chaque jour, vous lisez quelque chose comme le marché a pensé que les actions n'étaient plus un bon investissement. Il y a donc eu une liquidation. Le mot marché est un mot court et agréable pour décrire ce que les gens pensent. C'est pourquoi les économistes, plutôt que de parler de marché, diront qu'il existe un monde où l'agent représentatif. Cet agent représentatif est donc un investisseur fictif qui possède toutes les propriétés mathématiques que nous attribuons à un investisseur, telles que l'utilité, la fonction, la dotation, etc. Ce qui fait de cet investisseur particulier un agent représentatif, c'est qu'il trouve en quelque sorte que les prix actuels sont tels qu'il est optimal de détenir exactement ce qui est disponible dans la quantité disponible. Ainsi, si ce qui est proposé est, disons, quelques actions de Google, quelques actions d'Apple et quelques actions d'IBM. Et si nous prenons la capitalisation boursière totale de Google, la capitalisation boursière totale d'Apple, la capitalisation boursière totale d'IBM, et, disons, la plus grande d'Apple, je ne sais pas si c'est Google ou IBM, mais disons que c'est la plus grande. Je ne sais pas si c'est Google ou IBM, mais disons que c'est Google, puis IBM. Disons donc qu'Apple est le plus gros, puis Google, puis IBM. En fait, cet investisseur trouverait optimal de placer la plus grande partie de son argent dans Apple, la deuxième dans Google et la troisième dans IBM, c'est-à-dire dans l'agent représentatif. Il agit donc de la même manière que l'ensemble de l'économie. Je travaille à Wall Street depuis 1996. Je n'ai encore jamais entendu un trader me parler d'un agent représentatif. Quoi qu'il en soit, bien que je comprenne le sens des mots, et même des mathématiques, je voulais présenter ce matériel de manière à ce que, disons, au moins les traders quantitatifs puissent le comprendre. J'ai donc essayé de m'éloigner des agents représentatifs et de présenter ces idées dans un langage que les traders quantitatifs de Wall Street connaissent bien. Je ne parlerai donc pas d'un agent représentatif, mais plutôt de quelque chose qui ne vous est probablement pas très familier, mais au moins les quants sont. 12. Entendu parler? Il s'agit de ce que l'on appelle le portefeuille numérique. Il existe également d'autres noms. Un autre nom est portefeuille optimal de croissance. Et il a même un troisième nom, qui est celui de numérateur naturel. Il s'agit de trois expressions différentes qui décrivent toutes le même objet mathématique. Et cet objet mathématique est un portefeuille, et plus précisément, c'est la valeur d'un portefeuille qui possède certaines propriétés intéressantes. Ainsi, le portefeuille optimal de croissance indique l'une de ses propriétés. Ce portefeuille a une très belle propriété, qui est qu'à long terme, si l'on considère la moyenne de ce taux de croissance aléatoire, cette moyenne est en fait la plus élevée possible parmi tous les portefeuilles. Mais deuxièmement, si l'on prend la moyenne de ce taux de croissance aléatoire, cette moyenne est en fait la plus grande possible parmi tous les portefeuilles.
Ainsi, depuis Kelly en 1956, ce portefeuille particulier présentant le taux de croissance moyen le plus élevé sur un horizon infini fait l'objet d'une grande attention. En fait, l'attention qu'il a reçue est assez humoristique. Kelly était un physicien qui travaillait au laboratoire Bell. Il était en fait un collègue de Shannon au Bell Lab. Shannon a donc effectué ses travaux fondamentaux au Bell Lab, mais il est venu ici par la suite. Et ses idées ont vraiment fait mouche, et surtout, je dirais, elles ont lancé le domaine des sciences de l'information, que nous appellerons, peu importe. Mais Kelly appliquait ses idées à la finance. Et certains économistes financiers ont été enthousiasmés par l'application de la théorie de l'information à la finance. En particulier, un économiste financier du nom de Paul Samuelson s'est fait le champion de l'opposition à ce critère de Kelly. Je vais donc vous raconter une petite histoire. Audience, excusez-moi. Peter Carr, oui. Audience, si je pouvais juste intervenir. Peter Carr, oui, bien sûr. 13. Audience, nous avions mentionné dans un cours précédent le livre Fortunes Formula. Ce livre présente de nombreux éléments de contexte et d'histoire sur cette époque et ses échanges. 14. Peter Carr, c'est vrai. C'est un livre fantastique. Je l'ai lu. J'ai adoré. Surtout si vous êtes au MI, vous devriez absolument lire ce livre. Il parle de nombreux professeurs du MI, dont certains sont toujours là, comme Bob Merton. C'est une lecture rapide et facile. Il n'est même pas nécessaire d'avoir une formation en finance pour l'apprécier. Vous pouvez donc lire l'histoire que je vais vous raconter maintenant dans ce livre. L'histoire, c'est que Samuelson s'est un peu lassé, je suppose, d'essayer d'expliquer à ces théoriciens de l'information stupide que ce critère de Kelly n'était pas si bon que cela. Il a donc publié un article dans une revue appelée Journal of Banking and Finance, qui est en fait une revue financière, dans lequel il expliquait pourquoi ce n'était pas nécessairement une bonne idée de détenir ce portefeuille. Et dans cet article, tous les mots qu'il a utilisés étaient d'une syllabe, sauf le tout dernier mot de l'article, où il a réussi à dire qu'il avait, je ne peux même pas le faire en une syllabe, ok, alors ignorez mes mots multisyllabiques. Mais de toute façon, dit-il, j'ai réussi à écrire un article dont tous les mots n'ont qu'une syllabe, à l'exception de cette dernière syllabe, ok, je l'ai perdu, désolé. Mais de toute façon, le dernier mot de son article était la syllabe elle-même, qui est multisyllabique. Ou quelque chose comme ça. Bref, c'était un peu fou. Alors, passons à autre chose. Cet exposé comporte 6 parties. Et il nous reste 1 heure. Disons que nous allons essayer de passer 10 minutes sur chacune d'entre elles. Audience, inaudible. Peter Carr, oui. C'est une bonne question. Tout d'abord, il y a des risques. Il y a beaucoup de risques. Mais ce n'est pas le plus risqué. Certains risques ne sont donc pas assortis d'un rendement escompté. C'est pourquoi il n'est pas le plus risqué, mais il est risqué. Les objections de Samuelson étaient donc précisément ce à quoi vous voulez en venir, à savoir qu'il s'agit d'une stratégie assez risquée. Je suis donc heureux que vous en ayez parlé. D'accord. L'exposé se divise en 6 parties. Je vais expliquer ce que sont les prix des titres d'Arrow de Breu, il s'agit donc à nouveau de prix d'options numériques, et leur lien avec les croyances du marché. Je parlerai du théorème de récupération de Ross. 15. Dans l'article de Ross, que vous pouvez obtenir sur SSRN, il fait tout dans un cadre appelé chaîne de balisage à état fini. C'est donc mathématiquement plus simple que ce que nous utilisons dans la pratique. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que lorsqu'on essaie d'introduire quelque chose, il faut le faire de la manière la plus simple possible.
16. Le cadre mathématique. Maintenant qu'il l'a fait, je voulais le faire dans un cadre plus familier, celui de la diffusion. Une diffusion a un nombre infini d'états, et je veux toujours garder les choses aussi simples que possible tout en allant au-delà des chaînes de balisage à état fini. Je travaille donc dans un cadre de diffusion univarié. Il n'y a donc qu'une seule source d'incertitude, qui est la même qu'Aros. Notre technique permet d'obtenir ces résultats. Elle est basée sur ce que l'on appelle le changement de numéraire. Le numéraire est un terme technique qui décrit un actif dont la valeur est toujours positive. Il existe donc des titres dont les valeurs peuvent avoir l'un ou l'autre signe. Les swaps en sont un exemple classique. Un swap est un titre qui, au moment de sa création, a une valeur nulle. Puis, dès la création, le monde change et la valeur du swap devient positive ou négative. Un swap ne serait donc pas éligible pour être un numéraire en raison de cette propriété que sa valeur est réelle. D'autre part, si vous prenez une action, son prix est toujours positif, bien, c'est discutable en fait, alors disons que nous ne prenons pas d'action. Prenons une obligation du Trésor. Un bon du Trésor américain, son prix est toujours positif. La raison pour laquelle je veux éviter les actions est que nous prenons l'action Lehman Brothers, par exemple. Son prix était positif, puis il est devenu nul. Et en fait, parce que le prix de Lehman est devenu nul, l'action de Lehman ne peut pas être un numéraire. Par conséquent, lorsque je dis que la valeur du numéraire doit être positive, je veux dire strictement positive. Quoi qu'il en soit, il existe toute une littérature sur la manière de changer de numéraire, de passer d'un actif à valeur positive à un autre actif à valeur positive. Elle est utile pour comprendre le fonctionnement de la récupération de Ross. Nous l'appliquons donc dans le cas d'une diffusion dite homogène dans le temps. Je vais vous expliquer ce que cela signifie, sur un espace d'état limité. Un espace d'état borné signifie que l'ensemble des valeurs que la diffusion peut prendre se situe dans un intervalle fini. Ainsi, si l'incertitude concerne, par exemple, l'indice S&P500, la limite inférieure naturelle de l'indice S&P500, 17, serait 0. Et il faut accepter qu'il y ait une limite supérieure finie pour appliquer nos résultats. 18. Vous savez, personnellement, je n'ai aucun problème à dire que le S&P 500 est limité par 20 000 milliards. D'accord, mais certains économistes ont dit que c'était ridicule et ont contesté mon travail, et d'autres choses de ce genre, pour cette hypothèse. C'est pourquoi, en raison de ces contestations, j'ai essayé d'élargir notre champ d'action à d'autres domaines. J'ai essayé d'étendre notre travail à un espace d'état non borné, où, disons, la plus grande valeur possible pour le S&P 500 serait l'infini. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas si facile. Parfois, j'y parviens, parfois non. Lorsque nous en serons là, j'expliquerai quelques exemples qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Cette dernière section est donc en quelque sorte incomplète, cette sixième section. En gros, j'ai des exemples qui échouent, des exemples qui réussissent. Mais je n'ai pas de théorie générale. Il y aura donc différentes hypothèses dans les différentes parties de l'exposé. Mais au sein d'une même section, il n'y a qu'un seul ensemble d'hypothèses. Audience, excusez-moi. Peter Carr, oui. Audience, inaudible. La valeur de quoi que ce soit est inaudible. Voix interposée. Peter Carr, c'est aussi ma réponse. L'univers est donc limité. Et il grandit, mais il est limité. Je suis donc d'accord. Vous savez, je suis de votre côté. Je vous dis juste ce qu'on m'a dit. C'est vrai? Donc, je travaille dessus de toute façon, juste pour qu'il se taise. Mais, de toute façon.
Audience, en fait, j'ai quelques commentaires à faire sur la question du numéraire. Vous me direz à quel point c'est lié, mais avec le critère de Kelly, l'une des origines est que si vous avez une opportunité de jeu favorable, quelle part de votre bankroll devriez-vous miser sur ce jeu? En fait, le critère de Kelly vous indique quelle proportion de votre bankroll vous devez investir à tout moment. Vous ne devez jamais tout miser. Et si vous misez tout, vous perdez tout, et c'est fini. Le problème du portefeuille numéraire est donc qu'il 19 n'est jamais possible de descendre à 0, dans le sens où vous 20 ne peut jamais faire faillite. Et donc, les hypothèses de pouvoir toujours rééquilibrer votre portefeuille. Peter Carr, pour vous donner une idée de ce qu'est un portefeuille numéraire, vous misez une fraction constante de votre patrimoine sur chaque titre. Restons simples. Il n'y a que 2 titres. L'un est risqué, l'autre est sans risque. Vous pouvez donc miser 40% de votre patrimoine sur le titre risqué et 60% sur le titre sans risque. C'est à ce moment-là que vous commencez. Vous avez donc $100 et vous placez $40 dans le titre à risque et $60 dans le titre sans risque. Ensuite, le temps avance. Supposons que le prix de l'actif risqué change. Lorsque vous réévaluez votre investissement en fonction du nouveau prix, il est peu probable que 40% de votre patrimoine se trouve dans l'actif à risque. En fait, si le prix de l'actif risqué a augmenté, vous aurez plus de 40% de votre patrimoine dans cet actif risqué. Vous devez donc vendre une partie de ce portefeuille à risque. L'argent ainsi obtenu est investi dans le produit sans risque. Ainsi, chaque fois que le prix change, vous devez effectuer des transactions, théoriquement, afin de maintenir une fraction constante de 40% de votre richesse investie dans cet actif risqué. Nous partons donc du principe que les coûts de transaction sont nuls lorsque nous effectuons cette analyse. En effet, il existe des coûts de transaction positifs. Il faut en tenir compte. Il existe d'ailleurs une littérature sur la manière de le faire. Je n'aborderai donc pas formellement la question des coûts de transaction dans cet exposé. Il y a des travaux ici omis, en fait, sur la façon de le faire. En ce qui concerne la question de savoir comment investir, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une complication qui ne changera rien d'un point de vue qualitatif, elle modifiera certainement la fréquence des transactions, mais pas, disons, la façon dont elle modifiera votre investissement initial entre les paris. Commençons donc par la première partie. Nous avons donc les options numériques, également appelées options binaires. C'est un autre terme. Elles se négocient en fait sur les marchés d'échange, c'est-à-dire les devises étrangères. Elles paient une unité de certaines devises, par exemple le dollar, si un événement se réalise. Il peut donc s'agir 21 d'un dollar ou d'un euro. Si, à la fin de l'année, l'euro dépasse les $2, vous recevez $1, sinon vous recevez $0. Il y a donc un prix sur les marchés d'échange. Il s'agit généralement d'un prix au comptant, c'est-à-dire d'un prix à payer immédiatement. Supposons que A, par exemple, soit le prix aujourd'hui de 22. Une telle sécurité, et les indices sur A sont J, étant donné I. L'idée est donc que vous pouvez vous considérer comme dans un cadre d'état fini. Il existe différents niveaux discrets de l'euro-dollar qui peuvent être atteints aujourd'hui. Il existe également différents niveaux discrets de dollar en euros d'ici la fin de l'année. J'indique l'état dans lequel nous nous trouvons. Ainsi, le dollar-euro est peut-être à $2 par euro à l'heure actuelle. J indique l'état dans lequel nous pouvons aller. Peut-être pouvons-nous passer à $3 l'euro. Ainsi, dans mon exemple,
à 32 serait le prix d'un titre à Rodebreu, étant donné que le taux de change actuel entre le dollar et l'euro est de 2 $ par euro, et qu'il rapporte $1 si l'euro passe de 2 $ à 3 $ par euro. L'idée est donc que nous avons des états discrets. Disons qu'il s'agit des valeurs possibles à la fin de l'année. Et dans l'exemple que je viens de donner, vous obtenez $1 si l'euro est à 3 $ à la fin de l'année. La hauteur de cette ligne verticale est donc de 1. Je dirais simplement qu'il s'agit d'une option légèrement exotique, dans le sens où, appelons-la exotique. C'est légèrement exotique. En contraste avec les exotiques, il y a ce terme vanille. Ok, et il désigne en fait un parfum de crème glacée. Nous avons donc cette terminologie à laquelle on s'habitue au bout d'un certain temps. Et vous ne pouvez pas comprendre, lorsque vous parlez à un homme de la rue, pourquoi il ne comprend pas ce qu'est une option vanille. Une option vanille est un gain qui ressemble à ceci, c'est un gain en forme de crosse de hockey. C'est le gain d'une option d'achat. Il s'avère qu'il existe un portefeuille comprenant des options à 3 prix d'exercice différents qui peut parfaitement reproduire le gain de ce titre à Rodebreu. Voici donc le gain d'une seule option à 2 prix d'exercice. Je dirais simplement que si j'avais changé le prix d'exercice pour, disons, le porter à 3, le résultat serait le suivant. Vous pouvez désormais combiner des options dans votre portefeuille. Vous pouvez, par exemple, acheter une option d'achat à 2 prix. Vous pouvez également vendre 2 options d'achat à 3 prix. Si vous vendez, en plus, 2 options d'achat à 3 prix, vous créez un portefeuille qui se présente comme suit. Ils peuvent donc avoir une valeur négative. Donc, si vous achetez une option d'achat à 2, vendez 2 options d'achat à 3, mais en plus, achetez une option d'achat à 4, vous obtenez ce résultat, que 23. L'on appelle le résultat d'un butterfly spread. L'image est censée vous rappeler un papillon. Et remarquez que si les seules valeurs positives avant le taux de change étaient $1 par euro, 2 $ par euro ou 3 $ par euro, vous obtiendrez un gain de 1,5 million d'euros. 24. Ou 4 $, ou 5 $, si c'était le cas dans le monde. Remarquez ensuite que lorsque vous avez constitué ce portefeuille, le seul gain positif que vous pouvez en tirer est de $1, simplement si le dollar est à 3. Vous pouvez synthétiser une sécurité à Rodebreu en utilisant une répartition papillon. Cela a été souligné il y a de nombreuses années. Ainsi, même si le marché des changes ne nous donnait pas directement les prix des options numériques, nous pourrions extraire des options vanille le prix implicite d'une option numérique. Et ce que vous apprendriez des options vanille, c'est ce que le marché demande pour le numérique, étant donné que, disons, nous sommes actuellement à 2 $ l'euro. Ce que vous n'apprendrez pas de ces prix d'options, c'est le prix du titre si le taux de change passe aujourd'hui à une autre valeur. Cependant, vous pouvez faire des hypothèses sur ce que seraient les prix des options si le taux de change d'aujourd'hui était différent. C'est ce qui se fait couramment dans la pratique. Une hypothèse courante, par exemple, est que la probabilité de passer de 2 à 3, c'est-à-dire de passer de 2 à 3, est la même si l'on se trouve à n'importe quel autre niveau. Par exemple, si vous êtes à 4, la probabilité de passer à 6 serait égale à la probabilité de passer de 2 à 3. Parce que si vous êtes à 4, la probabilité d'augmenter de la moitié de 4 à 6, c'est l'hypothèse. Ok, c'est ce qu'on appelle le delta collant, et c'est une hypothèse courante. Si vous faites cette hypothèse, vous pouvez prendre les informations au niveau actuel. Disons, par exemple, que toutes les données numériques datent de 2 ans et que l'on peut faire cette hypothèse. Disons que la probabilité d'un changement de pourcentage donné est invariante par rapport au niveau de départ.
À partir de là, on peut calculer la probabilité de passer de 4, un niveau différent de celui d'aujourd'hui, à tous ces différents niveaux. Vous pouvez donc passer d'un vecteur d'information que le marché vous donne à une matrice. Cette matrice est appelée matrice de transition. Nous allons donc, dans cet exposé, supposer que quelqu'un a fait une telle hypothèse. Vous connaissez donc cette matrice? Vous savez donc, comme point de départ, quels sont les prix de ces titres à Rodebreu ou de ces options binaires à partir de n'importe quel niveau et jusqu'à n'importe quel niveau. 25. Je pense qu'afin d'aller au bout de mon exposé, je vais sauter ces diapositives. Parce que 26. Il s'agit en quelque sorte d'être très précis sur la signification de certains termes qui ne seront pas très importants pour l'histoire globale. Passons donc à cette diapositive. Nous imaginons qu'il n'y a qu'une seule source d'incertitude X, qui pourrait être le dollar ou l'euro. Nous imaginons que nous disposons d'une matrice de prix de titres à Rodebreu. Nous connaissons tous les chiffres de cette matrice. Nous nous demandons alors ce que le marché pense des transitions d'un lieu à un autre. Quelle est, selon le marché, la fréquence de ces transitions? Supposons maintenant que le chiffre indiquant le prix du titre à Rodebreu passant de 2 à 3, supposons que ce chiffre soit, disons, 0,1. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que vous payez 10 cents aujourd'hui pour un titre qui paiera $1 si vous passez de 2 à 3. C'est tout ce que cela signifie. Vous pouvez maintenant vous demander quelle est la fréquence à laquelle vous passez de 2 à 3. Il n'est pas nécessaire que ce soit 10%. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles le prix de 10 cents peut différer de la probabilité de passer de l'endroit où vous êtes à l'endroit où vous êtes payé. L'une de ces raisons est tout simplement la valeur temporelle de l'argent. Ainsi, si vous deviez acheter tous ces titres à Rodebreu, inaudibles en remboursant 1 pour chaque État, vous constaterez que le coût total est inférieur à 1, même si le gain, à coup sûr, est d'1 pour le portefeuille. Cela s'explique simplement par la valeur temporelle de l'argent. Ainsi, lorsque vous placez $1 à la banque aujourd'hui, vous récupérez plus d'1 lorsque vous le retirez à la fin de l'année. Et si vous faites le problème inverse, combien devez-vous mettre à la banque aujourd'hui pour avoir $1 à la fin de l'année? Il pourrait s'agir de 95 cents. C'est ce qu'on appelle la valeur temporelle de l'argent. Ainsi, le simple fait de devoir payer aujourd'hui pour le titre à Rodebreu, et que vous ne serez remboursé qu'à la fin de l'année. Cela fait baisser le prix de 10 cents. Il s'agit donc simplement d'une actualisation en fonction du temps. Les taux d'intérêt sont positifs. Il s'agit donc d'un effet. Il y a maintenant un autre effet, qui s'appelle l'aversion pour le risque. L'aversion pour le risque consiste à penser que même si le taux d'intérêt était de 0, pour faire abstraction de l'effet que je viens de décrire, il se peut que le prix de 10 cents. 27. Payer pour un titre d'à Rodebreu passant de 2 à 3 soit différent de la probabilité d'une telle transition, de la probabilité réelle d'une telle transition. Parce que, par exemple, il peut être tout à fait souhaitable d'obtenir de l'argent dans cet état, auquel cas 10 cents est un prix de 10 cents. 28. Est supérieur à la probabilité réelle. Il se peut aussi qu'il ne soit pas souhaitable d'obtenir de l'argent dans cet état, auquel cas 10 cents est inférieur à la probabilité du monde réel. Pour vous donner un exemple plus concret, disons quelque chose qui est peut-être un peu plus proche de nous, disons que c'est le S&P 500 et je sais que les valeurs sont très différentes des nombres que j'indique ici, mais oublions les nombres réels. Supposons donc qu'il est tout aussi probable, en termes de probabilité réelle, de passer de 2 à 3 que de 2 à 1. Nous avons donc deux titres à Rodebreu. L'un est frappé à 1, l'autre a été frappé à 3. Et je vous dis qu'il est tout aussi probable de monter d'un cran que de descendre d'un cran.
On peut alors se demander si cela signifie nécessairement que les prix de ces titres qui rapportent $1 sont les mêmes. La réponse est non, pas nécessairement. En fait, le raisonnement standard dans les cercles académiques financiers est que pour le S&P 500, il serait plus coûteux d'acheter ce titre d'Arrow de Breu que celui-là, même si tout le monde s'accorde à dire qu'il est tout aussi probable d'être payé par chacun d'entre eux. La raison pour laquelle on pense qu'il est plus coûteux d'acheter ce titre-ci que ce titre-là, c'est que celui-ci a une valeur d'assurance. L'idée est qu'en moyenne, les gens sont acheteurs d'actions sur le marché boursier, ce qui signifie qu'ils sont très contrariés lorsque les actions chutent. C'est pourquoi ils aiment beaucoup ce placement qui paie si le marché boursier passe de 2 à 1, alors que celui-ci, bien qu'il soit agréable de recevoir de l'argent, suppose que vous êtes déjà assez riche du fait que vous possédez des actions et que le marché boursier est en hausse. Vous paierez donc un montant positif pour ce titre, mais pas autant que pour celui-ci. C'est ce qu'on appelle l'aversion au risque. Ce que nous voulons faire, c'est partir des prix qui sont contaminés, disons, par les effets de la valeur temporelle de l'argent et par les effets de l'aversion pour le risque. Nous voulons les débarrasser de cette contamination et essayer d'extraire ce que le marché estime être les fréquences des états futurs. Je vous dirai que l'on pensait que c'était impossible avant l'article de Ross, et qu'en fait, sans faire d'hypothèse, c'est impossible. Tout ce que Ross a fait, c'est formuler des hypothèses que certains, dont moi, considèrent comme assez modérées. Il a donc, en substance, fait ce qui suit. 29. A montré le pouvoir de certaines hypothèses. C'est une façon de voir les choses. Encore une fois, désignons par R la mesure de probabilité récupérée qui nous indiquera les croyances du marché sur l'état futur des fréquences. Et nous ne connaissons pas R lorsque nous commençons. Ce que nous connaissons, ce sont les prix des titres Arrow de Breu, je suppose. Nous les désignerons par rapport à Arrow. L'article de Ross dit donc que vous connaissez A et que si vous êtes prêt à faire les hypothèses suivantes, vous connaîtrez R. Quelles sont donc ces hypothèses? Avant de vous parler des hypothèses, je dois vous parler de la terminologie afin que vous compreniez les hypothèses. Il travaillera donc avec une matrice de prix A, que nous avons déjà étudiée. Il s'agit donc de l'indice des prix des titres Arrow de Breu en fonction de l'état initial et de l'état final, que nous appellerons X pour l'état initial et Y pour l'état final. Ensuite, il y aura le résultat souhaité de cette analyse, qu'il appelle matrice de transition des probabilités naturelles. Il s'agit donc des croyances des marchés pour chaque valeur de départ X et pour chaque valeur finale Y. Il y a ensuite ce que l'on appelle le noyau de tarification, qui est littéralement le rapport entre les prix des titres Arrow de Breu et ses probabilités naturelles de sortie. Si vous voulez comprendre ce qu'est ce noyau de tarification, vous pouvez le considérer comme une tentative de capturer les effets de la valeur temporelle de l'argent et de l'aversion pour le risque. Il s'agit donc d'une normalisation. Vous commencez avec A, et A est en fait affecté par trois choses. Il est affecté par les probabilités inconnues du monde réel, ou du moins par les croyances des marchés à leur égard. A est également affecté par une deuxième chose, qui est la valeur temporelle de l'argent. Et A est affecté par un troisième élément, l'aversion pour le risque. Donc, si nous prenons A et que nous le divisions par P, nous normalisons pour le premier effet, les fréquences. Il ne nous reste donc que l'effet combiné de la valeur temporelle de l'argent et de l'aversion pour le risque. Ainsi, disons que si le taux d'intérêt était nul et que les gens étaient neutres à l'égard du risque, nous nous attendrions à ce que A soit égal à P. Ce ratio serait donc tout simplement constant. Ross parle donc d'un monde où l'investisseur représentatif est 30. Essentiellement, c'est une hypothèse, cette équation que vous voyez ici. Il s'agit d'une hypothèse sur la forme que prend une fonction de deux variables. Ainsi, phi, tout d'abord, est une fonction positive.
Donc phi est 31 positif, contrairement à phi qui ne peut pas prendre de valeur négative. Donc A et P sont tous deux positifs. Et phi est une fonction de deux variables, x et y. Ce que cette hypothèse fait, c'est qu'elle dit, eh bien, mettons une structure sur cette fonction phi parce que cela nous aidera à la trouver si nous mettons la structure. Il s'agit donc de la première hypothèse clé, à savoir que la fonction de deux variables x et y a en fait la forme ci-contre, ce qui, pour un instant, ne tient pas compte du delta. Vous pouvez alors voir que ce que vous avez à droite si vous ignorez delta, si vous considérez delta comme 1, c'est que vous avez une fonction de y. Et ensuite vous avez la même fonction de x. Donc c'est écrit d'une manière alambiquée avec ce u premier, et c, et tous ces trucs. Mais si delta est égal à 1, alors vous avez une fraction dont le numérateur est une fonction de y et dont le dénominateur est la même fonction, mais de x. Essentiellement, cela permet de réduire considérablement la dimensionnalité de la chose recherchée. Nous avons donc commencé par chercher une fonction phi de deux variables, et nous avons, par cette hypothèse, réduit la recherche à une fonction d'une variable, qui est, disons, la fonction dans le numérateur, qui est la même que la fonction dans le dénominateur. Maintenant, ramenons le delta. Le delta est un scalaire ici, et c'est un scalaire positif. Nous devons donc le rechercher également. En fin de compte, nous réduisons la recherche à une fonction d'une variable et à un scalaire delta. La signification économique de la fonction d'une variable est donc, tout d'abord, l'utilité marginale. Elle est censée indiquer le degré de bonheur que procure chaque unité de consommation supplémentaire. C'est donc l'aspect typique, ce à quoi nous pensons qu'il ressemble en tant que fonction de C, U' en tant que fonction de C est censé ressembler typiquement à cela. Il est donc positif, ce qui signifie que chaque unité de consommation vous rend heureux. Et elle est en fait décroissante, ce qui signifie que la première unité de consommation vous rend vraiment heureux. L'unité de consommation suivante apporte encore un peu de bonheur, mais pas autant, et ainsi de suite. C'est donc ce type de fonction que nous recherchons. U' est une fonction de C. Il ne trouvera pas réellement que U' est une fonction de C. Il trouvera la composition de U' avec une fonction C de I. Gardez cela à l'esprit. 32. Ensuite, il y a le delta. Il s'agit là encore d'un scalaire positif. Et il est censé, 33, de capturer la valeur temporelle de l'argent. C'est donc comme si y était l'état à la fin de la période et x l'état au début de la période. Et x est l'état au début de la période. C'est pourquoi le delta est associé au numérateur et non au dénominateur. Le delta serait donc un nombre comme 0,9. Cela indique le degré d'actualisation que vous accordez, disons, au bonheur reçu dans le futur, plutôt que dans le présent. Voici une citation de l'article de Ross qui constitue son théorème 1. C'est ce qu'on appelle le théorème de récupération. La seule chose est que j'ai changé les lettres pour me conformer à celles que j'utilise, plutôt qu'à celles qu'il a utilisées. C'est parce que son choix de lettres n'est absolument pas naturel pour moi et pour la plupart des gens. Je ne veux donc même pas vous dire ce qu'il a utilisé. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé de choisir des lettres qui ont un sens. J'ai donc utilisé A pour Debrou. Quoi qu'il en soit, dit-il, vous avez un monde avec un agent représentatif. C'est en fait la restriction dont nous avons parlé sur la dernière diapositive. Ensuite, il dit que si la matrice de prix, qui est le prix des titres d'Arrow de Breu, est positive, ce qui signifie que toutes ces entrées sont strictement supérieures à 0, ou irréductibles, ce qui signifie que certaines entrées ont des zéros, le reste étant positif, et qu'il existe une certaine structure, que nous n'avons pas besoin d'aborder, où se trouvent les zéros, alors il existe une solution unique au problème de la recherche de P. P et TANT en fait les croyances du
Marché? C'est ce que j'appelle souvent R. Quoi qu'il en soit, j'ai un peu dérapé en l'appelant P. Il s'agit donc des croyances du marché sur les fréquences des états futurs. Il obtiendra également en sortie le delta, qui est le scalaire positif indiquant la valeur temporelle de l'argent sur le marché. Et enfin, ce noyau de tarification phi, qui est le rapport entre A et P donc, ce que vous êtes censé réaliser, même s'il ne l'a pas dit, c'est qu'en conséquence, eh bien, d'accord. Il l'a dit en fait. Vous trouvez P, je pense que c'est l'essentiel. Il dit en fait que si vous faites ces hypothèses, étonnamment, il n'y a qu'un seul monde réel possible ou des croyances de marché qui sont cohérentes avec les données et les hypothèses faites. Pour vous donner une idée de l'importance de ce résultat, avant la publication de cet article, les gens se sont intéressés à essayer de déduire des prix du marché quels étaient. 34. Les risques pour les consommateurs. 35. Le marché croît, mais ils ont toujours pensé qu'il fallait fournir certains paramètres qui capturent l'aversion au risque du marché. Ainsi, par exemple, l'approche courante consiste à supposer que l'on a un investisseur représentatif et qu'il a un type particulier de fonction d'utilité appelée aversion relative constante pour le risque. Cette fonction d'utilité comporte un paramètre. Il faut spécifier la valeur numérique de ce paramètre avant de pouvoir apprendre les croyances du marché à partir des prix. Et personne ne s'est jamais senti à l'aise pour spécifier ce paramètre. Ce que Ross a fait, c'est qu'il a réussi à faire l'identification de manière non paramétrique, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu à ajouter de paramètres. Il suffit donc d'accepter ces hypothèses. Il n'y a pas de travail à faire pour passer des prix du marché aux croyances du marché. D'accord, passons ces remarques. Oui, c'est vrai. Audience, pouvez-vous développer le fait que l'aversion au risque entre en ligne de compte? Peter Carr, oui. L'énoncé exact est donc qu'il n'est pas nécessaire de fournir un paramètre décrivant le degré d'aversion du marché pour le risque. Vous devez plutôt accepter cette hypothèse, et je vais vous montrer, cette hypothèse sur la structure de phi. Ok, donc si vous acceptez que cette fonction de deux variables n'a pas le nombre total de degrés de liberté qu'une fonction arbitraire de deux variables a, elle a un nombre réduit de degrés de liberté implicite sur le côté droit. Si l'on se souvient que x est en fait un vecteur de longueur finie et qu'il en va de même pour y, on peut considérer que le côté gauche a des degrés de liberté n au carré. Et du côté droit, vous cherchez la fonction du numérateur qui est juste un vecteur de longueur n. Et la fonction du dénominateur est la même fonction, donc le même vecteur. Il y a aussi ce delta. Disons qu'à gauche, vous décrivez quelque chose qui, sans restriction, est d'ordre n au carré. Disons que n est égal à 10, ce qui correspond à 100 degrés de liberté. Et du côté droit, vous décrivez un vecteur de longueur 10 avec un scalaire, donc 11 degrés de liberté. Vous devez donc accepter que vous êtes prêt à, avant de placer une restriction, c'est 100 degrés de liberté. Maintenant, vous faites votre restriction. C'est le 11. Vous devez l'accepter. Et si vous l'acceptez, il vous dira les 11 entrées. 36. C'est tout. Vous n'avez donc rien à fournir. Je ne vous ai pas dit comment nous les trouverons. C'est probablement ce que vous demandez, comment diable allez-vous atteindre le 11? Ok, je ne vous l'ai pas montré. Oui. Audience, très rapidement, le changement de C en fonction du temps est inaudible. Peter Carr, C n'est pas une fonction du temps, pour répondre à votre question. Et puis, l'argument de C pourrait être un prix. Il est autorisé à être un prix? D'accord. C'est ainsi qu'il faut voir les choses. Il y a donc beaucoup d'homogénéité temporelle dans tout ce qu'il fait ici. Pour répondre à votre question, il ne laissera jamais rien dépendre du temps. Je ne vous ai toujours pas montré comment il a procédé. Il utilise le théorème inaudible.
Je n'ai pas de diapositive sur la façon de calculer les 11 entrées. Je pense donc qu'il faut que je vous renvoie au document. Mais il s'appuie sur un théorème appelé inaudible. Et je vais vous montrer comment nous, mon co-auteur et moi-même, calculons l'analogue de cet inconnu à 11 dimensions. Nous allons donc travailler dans un cadre continu, où au lieu de chercher un vecteur et un scalaire, nous allons chercher une fonction, un scalaire et une fonction d'une variable. Vous aurez donc une idée de la façon de procéder avec les nôtres. Et essentiellement, si vous discrétisez ce que nous faisons, vous obtiendrez ce qu'il a fait. Oublions ces remarques, et oublions cela. Nous allons maintenant aborder la théorie du changement de numéraire. Il s'agit donc d'une toile de fond pour la façon dont mon co-auteur et moi-même procédons. Encore une fois, un numéraire est un portefeuille dont la valeur est toujours strictement positive. Il existe une théorie bien développée dans le domaine de la tarification des produits dérivés sur la manière de changer de numéraire. Nous allons utiliser cette théorie pour comprendre ce qu'a fait Ross. Nous partons donc d'une économie dotée d'un compte dit monétaire. Il s'agit d'une construction théorique qui est assez familière à la plupart d'entre nous, et il s'agit d'un compte bancaire. Nous allons maintenant travailler en temps continu. Imaginons que le temps, qui est continu, se trouve sur cet axe. Nous sommes assis ici aujourd'hui et nous. 37. Déposons de l'argent à la banque. 38. Et comme nous sommes pauvres, nous ne mettons qu'un dollar. Nous nous demandons alors, en regardant vers l'avenir, comment cet argent dans notre banque va-t-il changer? Eh bien, la banque paie toujours un taux d'intérêt positif, même s'il est terriblement faible. Il augmentera donc. Et il change le taux en fait. Aujourd'hui, le taux est peut-être de 0,5%, mais la semaine prochaine, Chase pourrait décider de vous accorder 1%, ce qui augmenterait plus rapidement. La semaine suivante, Chase peut décider d'appliquer un taux de 2%, qui augmente plus rapidement. Puis elle pourrait revenir à 0,5%. Il s'agit donc d'une évolution possible du solde de votre compte monétaire. Et nous ne connaissons pas l'avenir. Nous savons combien nous recevons au cours de cette première période. Mais il pourrait en fait décider de payer moins au cours de la deuxième période, puis de la troisième, ou quelque chose comme ça. D'accord, cela augmente et c'est aléatoire. Voilà donc le solde du compte du marché monétaire. Il est considéré comme un processus croissant et aléatoire. Et en fait, rien dans les mathématiques n'exige qu'il soit croissant si une banque vraiment bon marché, comme Bank of America l'a essayé en fait, applique un taux négatif. Le taux baisserait alors avec un taux négatif. Mais il ne deviendrait pas négatif. Il est donc toujours considéré comme un numéraire. Quoi qu'il en soit, c'est autorisé, en guise de parenthèse. Ok, nous avons donc ce compte du marché monétaire. Le taux de croissance est appelé R, et il s'agit simplement de la valeur réelle. Nous avons également un actif risqué. Nous aurons donc un total de N actifs risqués. Nous dirons qu'il n'y a pas d'arbitrage entre les N actifs risqués et le seul compte du marché monétaire. L'idée est que si nous regardons les prix de Bloomberg pour ces N plus un actif, nous sommes capables d'extraire les prix des titres à Roux de Breu. Telle est l'idée. Je suppose que ce que nous extrayons est cohérent avec l'idée que l'incertitude qui est à l'origine de tout ici est une diffusion, ce qui signifie que l'incertitude a des trajectoires d'échantillonnage qui sont continues, mais qu'elles sont autorisées à être assez irrégulières. Les diffusions ont donc des trajectoires d'échantillonnage continues mais non différenciables. C'est ce que nous allons supposer. Il s'agit donc d'une hypothèse courante. C'est ici, au Mi, qu'elle a vu le jour. Les diffusions ont été utilisées pour la première fois dans un 39.
Contexte financier en 1965, lorsque Samuelson et M.C. Kahn étaient tous deux présents. M.C. Kahn est un probabiliste. Il est aujourd'hui à l'Université de New York, où j'enseigne. Et il est toujours actif. Les diffusions sont largement utilisées. Elles ont connu un véritable essor en 1973, lorsque Black Scholes et Merton, qui étaient tous deux des spécialistes de la diffusion, ont commencé à les utiliser. 40. À utiliser la diffusion pour décrire le prix d'une action sous-jacente à une option. Depuis lors, ils ont été largement utilisés en finance. Merton, qui est ici présent, a donc été le premier à les utiliser en finance. Il y a donc cette incertitude X qui est probablement mystérieuse pour vous, d'où le nom X. C'est donc comme si vous pouviez choisir ce qu'elle est, c'est un peu l'idée. Il s'agit donc d'une théorie. Elle n'essaie pas d'être trop spécifique pour que vous puissiez l'appliquer dans différents contextes. Mais vous aimeriez connaître au moins quelques exemples, j'en suis sûr. Par exemple, X est le niveau du S&P 500. Un autre exemple serait que X est en fait un taux d'intérêt. Disons que le rendement de référence à 30 ans, X pourrait être un taux d'intérêt à plus court terme, quelque chose appelé IOS, Overnight Index Swap, est un choix possible pour X. Lorsque j'applique les conseils de Ross, c'est ainsi que je choisis X comme taux d'intérêt à court terme. En général, disons que j'ai développé une théorie qui dit que le taux court d'une certaine fonction de X. Et lorsque je l'applique, la fonction est la carte d'identité. Les mathématiques disent que s'il n'y a pas d'arbitrage, alors il existe, comme nous le supposons, alors il existe cette mesure de probabilité dite risque neutre dont j'ai parlé plus tôt et qui est désignée par Q. Elle est liée mais non égale au prix des titres à Rodebrough. Ainsi, si vous imaginiez qu'au lieu d'acheter les prix des titres à Rodebrough sur un marché au comptant, vous les achetiez sur un marché à terme où vous payez à l'échéance, alors ces prix des titres à Rodebrough sur le marché à terme seraient Q. Q et A sont donc très proches. Il n'est donc pas nécessaire que la mesure A soit intégrée à 1. Sauf si l'on se contente de calculer la valeur temporelle de l'argent, et ce parce que l'on paie sur le marché au comptant. Si vous payez sur le marché à terme, vous n'avez pas à vous préoccuper de la valeur temporelle de l'argent. Ainsi, la mesure Q s'intègre à 1. C'est pourquoi nous l'appelons une mesure de probabilité. Sous cette mesure de probabilité Q, le rendement attendu de tous les actifs est le taux sans risque. Voilà ce que cela signifie, bien que vous ne voyiez probablement pas qu'il s'agit littéralement du rendement attendu. Plus précisément, il s'agit de la variation de 41. Prix attendu. La variation attendue du prix est donc le taux sans risque multiplié par le prix. Voilà ce que cela signifie. Donc, si vous divisez les deux côtés par le 42. Lorsque le prix au comptant est positif, le rendement attendu est égal au taux sans risque. Nous travaillons ici en temps continu. Nous travaillons donc avec des diffusions. Il se peut que vous ayez été initié aux diffusions à ce stade de votre carrière mathématique. Mais mathématiquement, l'une des façons de décrire la diffusion est d'utiliser le générateur infinitésimal. Il s'agit donc d'un opérateur différentiel du premier ordre dans le temps et du second ordre dans l'espace. Disons que c'est ainsi que les mathématiciens conçoivent formellement ce type de choses. Ce que j'ai dessiné ici est un échantillon unique de diffusion. Il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres échantillons de trajectoire. Il s'agit en fait d'un nombre infini de chemins. Mais ils sont tout continus et nulle part différentiels. J'aimerais vous donner un aperçu de la façon dont on change de numéraire. Nous avons donc commencé avec le numéraire du compte du marché monétaire, ce type. L'idée est de passer à un autre numéraire.
Ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir quelles sont les dérives des actifs lorsque nous mesurons leur valeur avec un autre numéraire. Je vous ai donc donné une idée de ce dont il s'agit. Vous pourriez détenir IBM, et chaque fois que vous obtenez un gain, vous pourriez placer ce gain dans votre banque locale, Chase, et voir à quelle vitesse votre solde bancaire augmente lorsque vous placez tous vos gains en IBM à la banque. Et vous obtiendrez un certain taux de croissance grâce à cette stratégie. Maintenant, vous pourriez essayer une stratégie différente qui consisterait à prendre vos gains d'IBM. Vous les transférez dans une banque britannique, libellée en livres sterling, et vous voyez à quelle vitesse ce solde bancaire augmente. Il n'y a aucune raison pour que les deux soldes bancaires, le solde américain et le solde britannique, augmentent au même rythme. Parce qu'ils sont libellés dans des monnaies différentes. Nous voulons donc savoir, étant donné que nous savons à quelle vitesse, disons, le solde bancaire américain croît, à quelle vitesse le solde bancaire britannique croît. Et ce qui affecte le taux de croissance du solde bancaire britannique est la covariance, en fait, entre le taux de change dollar-livre et IBM. 43. N'oubliez pas que nous investissons dans IBM et que nous plaçons nos gains dans une banque américaine ou britannique. Les actions d'IBM sont donc cotées en dollars. Il n'y a donc pas de problème avec. 44. En plaçant les gains d'IBM dans une banque américaine, mais il y a en fait un effet subtil qui se produit lorsque vous placez les gains d'IBM dans une banque britannique, et cet effet subtil est qu'il y a un taux de change aléatoire de dollars par livre. Et supposons qu'il y ait une corrélation, pour une raison quelconque, entre les dollars par livre et IBM. Supposons que la corrélation soit la suivante, chaque fois qu'IBM augmente, le dollar s'affaiblit par rapport à la livre. En d'autres termes, ce qui se passe, c'est qu'IBM augmente, vous vous réjouissez, je suis riche. J'ai tous ces dollars. Je vais les placer sur un compte bancaire britannique. Mais supposons que, malheureusement pour vous, chaque fois qu'IBM augmente, le dollar s'affaiblit par rapport à la livre. Vous ne pouvez donc plus acheter autant de livres. Comparez donc cette situation à la situation inverse, où, lorsqu'IBM augmente, le dollar se renforce au lieu de s'affaiblir. Dans ce cas, vous pouvez acheter beaucoup de livres sterling avec vos gains sur IBM. La corrélation entre le taux de change dollar-livre et IBM influe donc sur la vitesse de croissance de votre solde bancaire britannique. Et c'est en fait le point clé. Il s'agit donc d'un sujet bien connu, en particulier d'un client des opérations de change. Ce que nous allons faire, c'est trouver un numéraire tel que le taux de croissance du solde de ce numéraire corresponde à la dérive réelle du sous-jacent. L'idée est donc de dire que je vous ai dit au début de cet exposé qu'historiquement, les actions croissent en moyenne de 9%. Notre point de départ dans cette partie de l'exposé est que nous partons de cette mesure de risque neutre Q, qui, par définition, est la propriété selon laquelle les actions n'augmenteraient que de 1%. Ce que nous allons faire, c'est trouver un numéraire qui sera en corrélation avec les actions, de sorte que lorsque nous plaçons nos gains en actions dans ce numéraire, nous finissons par croître de 9%, plutôt que de 1%. C'est ainsi que nous envisageons les choses. La clé est de trouver le numéraire qui possède cette propriété. Je vais aller vite maintenant, il y a un article de John Long qui montre que ce numéraire 45, qui convertit un taux de croissance sans risque en taux de croissance réel existe toujours. Il lui a donné un nom et l'a appelé portefeuille numérique. Il a un autre nom. Portefeuille optimal de croissance, dont Kelly parlait. Voilà donc une référence si vous souhaitez approfondir ce sujet. La théorie dit donc que 46. Il existe toujours ce numéraire appelé portefeuille numéraire de John Long, tel que si vous placez vos gains dans ce numéraire, vous finissez par croître à la dérive du monde réel.
Et donc, disons que tout ce que nous avons à faire pour trouver cette dérive réelle est de trouver ce numéraire spécial. Cette partie de l'exposé consiste donc à formuler des hypothèses qui conduisent à l'identification de ce numéraire particulier, le numéraire de John Long. Nous allons continuer à travailler avec les diffusions. Et maintenant, nous allons également imposer l'homogénéité temporelle comme le faisait Ross. Disons que lorsque je parlais du numéraire, j'autorisais l'inhomogénéité temporelle. Mais maintenant, nous allons passer à l'homogénéité temporelle. Je n'ai pas vraiment introduit la notation, mais AXT est le coefficient de diffusion de la variable d'état x. Il est maintenant supposé être une fonction de x uniquement. BQXT était le coefficient de dérive de x. Il est maintenant une fonction de x uniquement. RXT était la fonction reliant le taux d'intérêt à court terme à la variable d'état x. Il s'agit maintenant d'une fonction de x uniquement. Enfin, sigma LXT était la volatilité du portefeuille numéraire de John Long. Là encore, il s'agit d'une fonction de x uniquement. Quoi qu'il en soit, une autre hypothèse que nous allons imposer maintenant afin de déterminer de manière unique la valeur numéraire du portefeuille est d'exiger que la diffusion qui est à l'origine de tout vive dans un intervalle limité. Ainsi, les trajectoires de l'échantillon doivent toutes être limitées en dessous par une certaine constante, qui pourrait être négative, et doivent être limitées au-dessus par une certaine constante, qui pourrait elle aussi être négative. Nous faisons toutes ces hypothèses et nous continuons. Et donc, en fin de compte, qu'avons-nous supposé? Nous supposons qu'il y a une seule source d'incertitude x et qu'il s'agit d'une diffusion homogène dans le temps. C'est l'équation du milieu. Cela signifie que les changements de x ont une partie prévisible, qui est BQX dt. Et ils ont une partie imprévisible, qui est A de x dw. W est donc un mouvement brownien standard. Comme j'aime beaucoup les moyens mnémotechniques, vous vous demanderez peut-être pourquoi W représente le 47. Mouvement brownien standard. C'est parce que W représente en fait le processus de Wiener, Norbert Wiener étant un mathématicien du Mi. Et le W est un 48. La notation standard pour ce genre de choses. Soit dit en passant, lorsque Bob Merton a commencé à travailler sur tous ces sujets à la fin des années 60, il savait que la notation standard pour le mouvement brownien standard était W. Mais il s'avère qu'en finance, la notation standard pour la richesse est également W. Et il voulait travailler sur la dynamique stochastique de la richesse. Il a donc dû choisir entre la lettre W pour la richesse et la lettre W pour le processus de Wiener. Il a choisi W pour la richesse, ce qui signifiait qu'il devait choisir une autre lettre pour le processus de Wiener. Il a donc choisi la lettre Z. Vous devrez lui demander pourquoi il a choisi cette lettre, car elle ne représente rien à ma connaissance, si ce n'est que les trajectoires des échantillons d'un processus de Wiener sont très irrégulières, de sorte que si vous tournez la tête, vous pourrez peut-être voir un Z. Une autre hypothèse est que nous allons restreindre la dynamique possible de la valeur du portefeuille du numérateur. Nous allons donc laisser L désigner la valeur de ce portefeuille numérateur. Le moyen mnémotechnique est que John Long a inventé ce concept, nous l'appelons donc L pour Long. Il est regrettable que l'inventeur de ce concept s'appelle Long. En effet, dans le domaine de la finance, le mot long indique que pour un titre dont le paiement n'est pas négatif, si vous êtes long, vous allez recevoir ce paiement. Si vous payez de l'argent maintenant, vous recevrez ce paiement. C'est le contraire d'une position courte, si vous êtes à découvert sur un titre dont le gain n'est pas négatif, vous recevez de l'argent maintenant et vous devez livrer ce gain plus tard. Il se trouve donc que ce portefeuille numéraire comporte plusieurs positions. Et les signes des positions sont autorisés à être réels, donc positifs et négatifs. C'est donc une sorte d'erreur d'appellation.
Je parle du portefeuille numéraire de long, et tout le monde pense que les positions qu'il contient sont toutes positives. Ce n'est pas vrai, donc la valeur réelle. Le problème est que nous avons structuré la valeur L, le portefeuille numéraire de John Long, à savoir que L est un processus continu, mais qu'il ne s'agit pas tout à fait d'une diffusion en soi. La seule chose que l'on puisse dire est que la paire X et L est une diffusion bivariante. Si vous placez ce L sur le côté, vous pouvez voir que les coefficients de DL dépendent. 49. De L et de X, et c'est la même chose pour la partie volatilité. Quoi qu'il en soit, nous plaçons la structure. 50. L'idée est que nous savons, en regardant Bloomberg, quelle est la dérive risque neutre de X, c'est BQX. Nous connaissons cette fonction. Nous connaissons le coefficient de diffusion de X. C'est la fonction A de X. Nous connaissons la dérive risque neutre de L, c'est la fonction R de X. Mais nous ne connaissons pas la volatilité du portefeuille numéraire de John Long. C'est la fonction sigma L de X. Et si seulement nous pouvions le trouver, nous saurions comment déterminer la dérive dans le monde réel. Et rappelez-vous que je disais que si IBM et vous pouviez placer un compte bancaire américain, et disons qu'il y avait un certain taux de croissance. Et si, au lieu de cela, vous placiez ces gains sur un compte bancaire britannique, vous obtiendriez un taux de croissance différent. J'ai insisté sur le fait que la corrélation entre la livre sterling et IBM était importante pour déterminer ce taux de croissance. Et je m'en tiens à cela. Dans un monde à facteur unique, cette corrélation ne peut être qu'une. Et c'est ce qui se passe ici. Nous sommes dans un monde à facteur unique, et cette corrélation est une. L'autre élément qui influe sur le taux de croissance du solde de votre compte bancaire britannique est en fait la volatilité du taux de change. Ce qui compte en fait, c'est la covariance entre le taux de change britannique et IBM. Cette covariance dépend à la fois de la corrélation et de la volatilité du taux de change. On peut donc considérer le taux de change comme le portefeuille numéraire de John Long. Le sigma L est en quelque sorte la clé. C'est comme si nous avions mis les choses en place de manière à connaître la corrélation, mais nous ne connaissons toujours pas la covariance. Et c'est ce qui est vraiment important. Dès que nous aurons obtenu le sigma L, nous connaîtrons la covariance. Nous serons donc au point. Nous devons donc trouver cette fonction de volatilité sigma L. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des cours, je vais donc devoir commencer à bouger. Audience, Peter, les gens auront accès à ces diapositives par la suite. Je vois qu'il vous reste encore 15 diapositives. Peter car, oui, en fait, vous serez heureux d'apprendre que 5 d'entre elles sont des clauses de 51. Non-responsabilité. Si je peux continuer. Audience, mais il s'agit de savoir à quoi. 52. Peter car, la clé se trouve vers la fin. Oui, absolument. Nous sommes très près du but. Nous sommes presque. J'aurai terminé dans 2 minutes. En gros, là où nous en sommes, nous allons faire une autre hypothèse selon laquelle la valeur du portefeuille numéraire de John Long est une fonction de X et de D. D'accord, disons que nous avons fait toutes nos hypothèses. Les hypothèses impliquent que cette fonction de valeur se divise en une fonction positive inconnue de X et une fonction positive inconnue du temps. En poussant l'analyse, on constate que la fonction inconnue du temps est une fonction exponentielle du temps. Et la fonction inconnue de x résout une équation différentielle ordinaire de ce type. C'est ce qu'on appelle un problème de Sturm-Liouville. Il s'avère que Sturm-Liouville est le seul mathématicien que j'ai mentionné dans cet exposé qui n'était pas omis. Ils ont résolu ce problème. L'une des choses qu'ils ont montré, c'est que lorsque vous cherchez des fonctions pi et des scalaires lambda qui résolvent ce problème, il n'y a qu'une seule solution qui vous donne une fonction pi positive. C'est ainsi que l'on obtient l'unicité.
Rappelez-vous que je disais qu'avec 11, nous cherchons un vecteur 10 et un scalaire. Le vecteur 10 est une fonction. Et cette fonction est pi, et le scalaire est lambda. Le fait est que les mathématiques impliquent qu'il existe une solution unique au problème. Nous apprenons donc la volatilité du portefeuille numéraire à la fin. Puis nous apprenons les dérives de tout ce que vous voulez savoir en fonction des croyances du marché. Voilà pour l'essentiel. Des travaux ont ensuite été menés pour tenter d'étendre la méthode à des intervalles non bornés. En gros, dans le célèbre modèle de Black-Scholes, cet effort échoue, alors que dans le modèle moins célèbre mais néanmoins important de Cox, Inger-Saleros, cet effort est couronné de succès. La conclusion est donc que la théorie est ouverte lorsqu'il s'agit d'un espace d'état non borné. Donc, si un étudiant diplômé dans la salle veut un bon problème de dissertation, c'est celui-là. C'est un bon problème ? C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie.